En général, ça se passe comme ça. Il y a bien longtemps, par une journée paisible, le roi démon envahit le monde. Et comme toujours, un héros inconnu apparaît, comme s'il attendait quelque chose. On aperçoit la jambe de cet homme admirable lors de la bataille finale entre le roi démon et le héros. Ce dernier se sacrifie, vainc le roi démon et sauve le monde. Le roi démon s'enfonce profondément sous terre et sombre dans un profond sommeil. Il reviendra un jour. J'ajouterai cette phrase cliché que vous connaissez tous. On l'a entendue 1000 fois. Le monde s'est apaisé et le héros est devenu une légende. J'ignore qui est l'auteur, mais cette histoire simpliste du roi démon et de son héros se répète indéfiniment. Et après une éternité, une porte se dresse devant nous, menant à un passage illuminé par de nombreuses lanternes. Une main ouvre la porte et une lumière aveuglante jaillit. Votre Majesté, un terrible malheur s'est produit. Une étrange créature à la gueule béante et au regard étrange. Une coiffure ressemblant à une boule de serpent hurle fort. Quoi ? Demande une énorme créature vêtue d'une armure protectrice et émettant une aura rouge et noire caractéristique. Demir, le 666 est éveillé, dit le serviteur aux dents acérées qui est tombé à genoux. Aussitôt fait, il a quitté le royaume des démons. Le monarque démon est perplexe mais ne dit rien. Il a dit qu'il renonçait à être le roi démon, poursuit le serviteur. Un mélange de désespoir et de colère se lit sur son visage. Qu'est-ce que tu racontes ? Entend-il. Je croyais savoir. Marmonne-t-il avec hésitation. Sa Majesté, hurle-t-il de rage. Il s'est échappé, dit le serviteur en montrant le billet. Demir part à gauche. On peut y lire littéralement, je refuse d'être un roi démon. Ne me cherchez pas, idiot. Signature, 666. Quoi ? Le monarque rugit à nouveau. Il n'en croit pas ses yeux. Quelqu'un marche sur le trottoir. Apparemment, c'est le personnage principal. Il fredonne de plaisir. Il s'approche d'un bâtiment grandiose aux couleurs claires qui domine la place. Des pigeons s'envolent de sous les pieds du héros. C'est royaume verdoyant, château d'Aroma, pense-t-il en contemplant l'édifice avec l'admiration attendue du royaume humain dont il a tant entendu parler. Il hésite, ferme les yeux, comme c'est pratique, dit-il, puis, riant, il commence à faire le tour du pont magnifique, les bras tendus dans un sentiment de béatitude. Cependant, cette joie est de courte durée. Une lueur diabolique apparaît dans les yeux du héros. Il voit une immense et magnifique croix ornée de grosses pierres précieuses au-dessus de sa tête. « Et, Plouc, d'où sors-tu » s'écrie le héros. Soudain, il entend une question qui lui est adressée. Deux gardes en armure, armés de lances et d'épées, s'approchent de lui. « Tu crois pouvoir te promener tranquillement ici » demande l'un des gardes. Le Plouc de Muro, perplexe, se demande s'il ne parle pas de lui. « C'est peut-être à cause de mes vêtements, car mon visage semble normal » se demande-t-il. Les gardes continuent de l'importuner, et l'un d'eux pointe même son énorme lance dans sa direction. Comment oses-tu traîner devant le château des arômes ? On dirait que tu as perdu le sens des réalités. Peur. Pourquoi tu regardes en arrière ? Je te parle. Présente-toi. Quel est ton nom ? Me demande le héros, perplexe, en se pointant du doigt. Je ne peux pas leur dire que je suis Dem, allez les 666, pense-t-il. Une idée géniale lui vient à l'esprit. Oui, je vais juste prendre quelques lettres de mon nom, en créer un nouveau et leur dire « Salut mec », dit-il en souriant joyeusement. « Je suis Déo. » Le visage du trompeur rayonne de bonheur. Un autre personnage en armure de chevalier apparaît à côté des gardes pour revendiquer le nom de l'ancien dieu. « Tu ne sais donc pas que c'est la capitale du royaume de Verre » s'exclame le comte Bruot, l'un des guerriers qui avait abordé le héros au début. Mais l'aristocrate ne lui prête aucune attention. Il dit au héros qu'il lui pardonnera de s'être appelé Dieu par ignorance, mais que Démo doit partir immédiatement. « Le royaume de Verre est-il puissant ?» demande le héros, souriant et très à l'aise. « Quoi ?» demande le comte, incrédule. « Il est assez puissant pour me vaincre. » Le roi, à juste titre, leur demande, et le comte, d'un ton moqueur, entre dans une rage folle. Il dégaine une énorme épée et la pointe vers le héros. « Comment oses-tu insulter la famille royale ?» hurle-t-il. « Tu paieras de ta tête pour ta stupidité. » Un éclair menaçant apparaît dans les yeux du héros. Le comte reçoit un coup violent et ses subordonnés, horrifiés, assistent à la scène. L'un d'eux, édenté, fixe le sang du comte, mais un instant plus tard, il vole vers lui, la tête du soldat. Il s'aplatit et un de ses yeux sort de son orbite. Le héros reste impassible et observe le cauchemar qui se déroule pour les gardes du château. Les survivants tentent de comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un remarque qu'ils ont explosé sans raison apparente. Demuro tend un doigt menaçant, fumant d'une étrange énergie. Les têtes des gardes restants volent en éclats. « Tuez-le » crie-t-on.
Les archers, situés à une certaine distance du héros, bandent leurs arcs pour l'atteindre à distance, mais certains, des flèches d'énergie fusent déjà vers eux, semblant jaillir des yeux du héros. Ils fixent les archers du regard. Un instant plus tard, les têtes de ces gardes s'envolent. Des cadavres décapités en armure plane devant le héros. « Nourris-toi et accueille ton nouveau roi », ordonne le démon. « Loue ces pas que je fais de ton sang. » Des corps sans vie, alignés en coin, flottent au-dessus du pont, l'inondant de leur sang. « Bénis l'ascension de ce corps de tes larmes », implore la vanité de Demuro. Près du château, des hommes armés, parlant fort, commencent à se rassembler en détachement. Des exclamations fusent. « Rassemblez tout le monde !» L'ennemi a forcé le passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Une guerre a éclaté. Dehors, tous les autres sont déjà morts. Une armée entière approche du héros. Les soldats sont déjà près de la porte derrière laquelle il se tient. Demuro ne semble pas du tout inquiet. Il se tient dans une pose élégante, les mains dans les poches de sa veste à la mode. « Utilisez vos cris comme des trompettes pour moi », dit-il d'un ton menaçant. Sa voix résonne, ses yeux brillent d'une lueur diabolique et inquiétante. Son comportement et son apparence terrifient les soldats, mais cela ne dure pas longtemps, car ils meurent tous sous l'influence d'une force monstrueuse. Une sorte de branche de l'enfer apparaît près du château, où les gens hurlent, appellent à l'aide et implorent grâce, mais en vain. Des milliers de cadavres jonchent le sol devant le héros, mais il garde imperturbable les mains dans les poches et arbore un sourire de déchet. Une prière, entendue par une voix voisine, parvient à ses oreilles. Le Tout-Puissant, créateur de ce monde, le Dieu virtuel notre Père est tout près, agenouillé, une épée à la main. Un homme prie. Ton nom brille divinement et, maître de l'éternité, tu décides du commencement et de la fin. Il poursuit, dans l'épreuve des ténèbres, guide-nous par la lumière de la vérité éclatante et puissions-nous en sortir victorieux. Nous voyons de près l'homme qui prie. Une lumière intense l'entoure. Triomphe de la mort et que la vérité triomphe du mensonge, dit-il en dégainant son épée. Je t'en prie, détruis le mal qui se dresse devant nous. Donne-moi le pouvoir de la vaincre. De puissants flux d'énergie jaune se répandent du torse de cette personne dans toutes les directions. Est-ce cette lumière? Demande Aura. De cure, répond-il en souriant. Es-tu de mon sang, la personne dont j'ai entendu parler? Je ne sais pas qui tu es, mais tu utilises la magie noire, dit l'adversaire du héros avec une expression très insatisfaite. C'est incroyable que tu aies pu percer les défenses du château d'Aroma. De puissants rayons de lumière jaillissent des yeux de ce personnage. Cependant, tu ne pourras pas. Passe devant moi, s'écrie-t-il, quelqu'un qui a reçu la bénédiction de Dieu. Devant nous, ce sont encore les chaussures de quelqu'un d'autre. Il s'avère que c'est ce même Blood qui, soudain, bondit haut dans les airs pour frapper de son épée. Je ne suis peut-être pas de sang pur, hurle-t-il, mais je te vaincrai quand même. Les traces des coups sont visibles dans l'air. Les yeux de l'attaquant sont invisibles à cause de l'énergie jaune vif qui les traverse. Qu'est-ce que c'était? Rien, répond Blood, surpris, évaluant le résultat de son attaque. L'adversaire reste immobile comme si de rien n'était et tend son arme dans sa direction, une arme dont le type reste indéchiffrable. À mon tour, demande Demir. Notre père, qui es-tu au ciel? Mon Dieu, dit le héros, parodiant clairement son rival. S'il te plaît, tue cet homme. Quel idiot! S'exclame-t-il, interrompant sa fausse prière. Moi aussi, j'ai prié, répond-il. Alors, nous allons découvrir lequel d'entre nous sera entendu par Dieu. Demir se moque ouvertement de son ennemi trop pieux. Il regarde le héros avec horreur. Une série de coups s'ensuit, et une bonne dose de « le sang gicle dans les airs ». Ne prononce plus jamais le nom de Dieu, s'écrie Demuro, le visage empli de sang. Il n'en revient pas d'avoir été vaincu si facilement. Non, hurle-t-il d'une voix sauvage. Oui, hurle le héros en achevant l'ennemi d'un coup de poing. Les chevaliers, encore étonnamment nombreux dans l'immense salle de réception du palais, reculent d'horreur vers les escaliers au-delà desquels se dresse le trône. « Bonjour à tous », dit Dem, calmement. « Vous m'attendez » Il s'approche lentement de cette horde apeurée. Les chevaliers échangent des mots horrifiés. « Il est là. Est-ce juste une personne? Nous sommes le dernier rempart. Tenez bon jusqu'au bout. Qui êtes-vous » demande le héros. Le monarque, à l'allure peu engageante, Demuro s'approche nonchalamment, les mains dans les poches de sa veste élégante. « Il semblerait que vous soyez le roi de ce château, » dit-il. « Allons-nous parler ?» Un des chevaliers pointe sa hallebarde vers le héros et lui demande avec colère comment il ose s'adresser à sa majesté de façon aussi déplacée. Demuro Import. Des doigts s'allument. Quelque chose de terrible se produit au sein du mur de chevaliers protégeant le roi.
Il semble qu'il y ait eu de lourdes pertes, encore une fois. Quelqu'un d'autre va-t-il se plaindre? Demande Demureau d'un ton moqueur. Les chevaliers derrière lesquels siège le roi jurent, sous le choc, mais sans grande assurance. Génial! S'exclame le héros, et il se précipite en avant. Isora disperse les guerriers qui défendaient le monarque dans toutes les directions, puis Demureau traverse leur rang. Une seconde plus tard, il se tient déjà au-dessus du roi qui, assis sur son trône, est impuissant. C'est à moi, ainsi le royaume deviendra naturellement mien. Démo bâille ostensiblement et se nettoie l'oreille du petit doigt. Ma famille. Le roi n'en croit pas ses oreilles. Maintenant je comprends tout, hurle-t-il, la bouche grande ouverte et les yeux pétillants. Salade. Tu as besoin de ma fille? Ma fille? Demande Demureau d'un ton indifférent en se grattant la nuque. Je n'ai pas besoin d'elle. Je ne savais même pas que tu l'avais. Pas ma fille, hurle le roi, fou de rage. Avril est la fierté du continent du cheval et la fleur de la famille royale. Non, je n'ai pas besoin d'elle, dit calmement Demureau. Ce dont j'ai besoin, c'est de la famille royale. Pourquoi convoitez-vous ce qui ne vous appartient pas? Hurle le roi, furieux. Quoi? Demande le héros, ironiquement. Vous insinuez que tout est à vous. Ses yeux pétillent. Bien sûr, s'écrie le monarque, la bave aux lèvres. Le royaume appartient à la famille royale. Depuis quand? Demande Demné, fixant son interlocuteur d'un regard menaçant. Ce monde vous a-t-il appartenu depuis sa création? Vous avez aussi pris quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, la famille royale. Si vous vous êtes bien amusé pendant des décennies assis sur ce trône, rendez-le-moi pour que je puisse le prendre. Non, crie le roi, assis sur son trône. Croyez-vous que le Sanctus Maximus Populi vous reconnaîtra? Hurle-t-il, les yeux exorbités. Sanctus Maximus Populi, souriant, demande, hésite, recommence. Il se met à rire bruyamment comme s'il avait entendu l'une des meilleures blagues de sa vie. Comprenez-vous que je me fiche de cet idiot? Nous voyons quelque chose comme une très puissante explosion, la grandiose. La croix qui inquiétait le héros un peu plus tôt se brise en 1000 morceaux. On aperçoit une tour effondrée et un homme en flammes hurlant de douleur. Démo observe les cadavres qui brûlent sous ses pieds. On dirait que tu n'as plus de sang, dit-il au roi mourant sur son trône. Si tu en avais eu, tu aurais pu tenir encore quelques secondes, déclare Demureau, debout devant les cendres fumantes. Quelenui. Le héros traverse les décombres fumants. Oh mon Dieu, je suis vraiment déçu, s'écrie-t-il. Levant les yeux vers le ciel, ces types étaient complètement pris au dépourvu. Un rayon de lumière tomba du ciel sur Demureau et, pour la première fois, nous vîmes clairement deux immenses ailes derrière le dos du héros. La lumière semblait être une réponse de l'être auquel Demureau s'était adressé. Eh bien, il va falloir du temps avant qu'un sang pur ne s'éveille, pensa le héros en observant cette lumière. Reste-t-il encore 20 ans? Il semblerait que notre héros ait la mauvaise habitude de garder les mains dans les poches. Le jour où je descends, généralement quelqu'un crie. Un bruit sourd retentit derrière le héros, qui tourne la tête dans cette direction. Il aperçoit une jeune fille terrifiée. « Qui diable êtes-vous » hurle-t-elle. Demureau la regarde, un peu coupable. « Qui » La question reste en suspens. Les démons perdus de la première guerre sont descendus dans le royaume démoniaque avec l'âme brisée du roi démon et l'ont placé dans un nouveau corps, y déversant toutes sortes de magie et de malédictions pendant 100 ans, avant de le ressusciter. Le nouveau roi démon. Puis vint la seconde guerre. Nous pensions qu'il n'y en avait pas. Plus de héros, on aurait enfin conquis le pays, mais un autre maudit héros est apparu. On a vu les yeux sévères du héros balafré, émettant une énergie jaune. On a encore perdu. Les démons ont ressuscité un nouveau roi démon pour 100 ans, puis un autre maudit héros est apparu. Ils ont ressuscité le roi démon pour 100 ans de plus, et un nouveau héros est apparu. Et ainsi de suite. Cela s'est répété 665 fois, pendant 66 580 ans. L'histoire du héros sauvant le monde est devenue un cliché éculé. Une époque d'insensibilité et de sécurité. On pensait que le héros réapparaîtrait le moment venu dans les souterrains, persuadé que ce serait la toute dernière fois. Soudain, des dizaines de mains griffues et hideuses se tendent vers le personnage emprisonné dans une sorte de cristal. Les habitants des enfers implorent un nouveau roi qui doit venir leur montrer le chemin. Ils déploient toutes leurs forces et ressuscitent le 666e roi démon, Demureau le 666e. Les yeux du héros brillent alors d'une énergie maléfique, celle du porteur du désespoir. À tous les humains sur Terre, il ouvrit les yeux ce jour-là, il fut abandonné. Nous revoyons cette lettre d'adieu dans laquelle le héros annonçait sa réticence à jouer le roi démon et traitait d'idiots tous ceux qui avaient placé de tels espoirs en lui.
On ne peut qu'imaginer le désespoir de ceux dont il a déçu les espoirs. « Que as-tu fait à mon père, espèce de mage maléfique ?» demande la jeune fille au héros. De muros la regarden silence. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle se demande-t-il. Se tenant devant le feu, il se souvient des paroles de « Le roi assassiné, la fierté du continent et la fleur de la famille royale, alors tu es la princesse April. » De Muro déclare enfin que le roi est mort, ce qui signifie qu'il est temps de prendre sa fille et de monter sur le trône. Les yeux du héros émettent une énergie rougeâtre. « Qu'avez-vous dit ?» s'exclame April avec horreur. De Muro claque des doigts. La jeune fille semble être sous influence magique. Ses yeux se figent et son corps est enveloppé d'une brume violette-verte. Elle s'agenouille et pose les mains au sol. « Ce corps insignifiant appartient à toi, » dit la jeune fille en baissant les yeux. « S'il te plaît, emmène-moi. » Mon maître. Des mots prend appui sur le sol et s'élève au-dessus des cendres fumantes au milieu desquelles se trouve April, désormais totalement soumise. Le héros atterrit devant elle, s'approche et lui relève la tête. « Bien. À partir de maintenant, tu es ma première humaine, » dit-il en fixant sa victime droit dans les yeux. « Merci, maître, » répond April docilement. Damir s'approche de ses lèvres pour les embrasser, mais soudain, son regard se détourne, et ordonne à quelqu'un d'arrêter des pieds et de sortir de l'ombre avant de s'arracher les yeux. Une lueur violette apparaît à une courte distance du démon et de la jeune fille. « Comme prévu, monseigneur, viens de là. Avez-vous remarqué que l'espace est déchiré et que nous apercevons des traits du visage dans la fissure qui apparaît ? Nous avons maintenant un personnage aux cheveux longs et aux ongles vernis, coiffé d'un chapeau. Il semble dire bonjour, puis retire sa coiffe et la pose sur sa poitrine. « Votre fidèle sujet Alex vous salue, monseigneur, » dit-il. Sur un ton des plus polis, De Muro, debout près d'April, dit « Tu me surveilles depuis tout ce temps. »« Tu me decois, Seigneur, » répond Alex. « Je suis toujours avec toi, où que tu ailles. »« Baliverne, » réplique De Muro avec rudesse. « Tu as servi mon père, pas moi. Ton corps a été transmis par tes ancêtres, » dit Alex docilement en baissant les yeux. « Maintenant, tu es mon seul maître. »« Peu importe, fiche le camp. » lance De Muro d'un ton irrité en désignant du doigt l'endroit précis où Alex devrait aller. « Parce que je n'ai pas l'intention de... »« Retournez voir le démon, d'accord monsieur ?» dit Alex. La réponse alarme le héros. « J'exécuterai tous vos ordres, monsieur », déclare le jeune homme blond en souriant. « Ignorez-moi et continuez ce que vous faisiez. »« Et qu'est-ce que j'ai fait ?» demande De Muro en regardant son parent d'un air menaçant. « N'essayez-vous pas de planter cette femme avec votre puissante graine ?» demande Alex en pointant April du doigt, qui regarde toujours le héros avec fascination. Devant nous se trouve une main aux ongles vernis tenant un verre de vin. « Alex, qui a, je ne t'ai jamais quitté pendant 80 ans, période de l'âme démoniaque. » Un étrange homme blond commence son récit. « Voudrais-tu m'écouter parler du sacrifice que j'ai fait pour toi ? Un sacrifice qu'on ne peut entendre sans gémissements et larmes. Durant ton enfance, je t'ai allaité, transformant mon propre corps. C'était ton œuvre ignoble. Je suis devenu le professeur parfait grâce à une éducation affectueuse. Je me souviens que tu me battais. Je suis le seul démon à t'avoir témoigné de l'affection jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu entres dans l'œuf de l'éveil. Alors c'est toi, vermine, qui m'a mis là. » s'exclame De Muro avec colère. Alex ne prête pas attention à cette remarque et poursuit son récit. Des images du passé surgissent dans sa mémoire. On dirait que c'était hier que tu trottinais. Je n'arrive pas à croire que tu aies déjà grandi et que tu t'intéresses aux femmes. Je suis tellement ému. Tais-toi, s'exclame De Muro d'un ton autoritaire. Assez de tes bêtises. Le héros interrompt Alex, irrité. Soyons clairs, je ne fais plus partie du roi démon. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Un être humain normal, bien sûr, monseigneur, faites ce que vous voulez, lui dit Alex avec un sourire ironique. Qu'y a-t-il ? Demande De Muro en regardant attentivement Alex. Que voulez-vous dire ? Demande-t-il pour clarifier la situation, les yeux plissés. Que manigancie ? Demande le héros avec colère. Dites-moi pourquoi vous me laissez tranquille. Parlez plus fort. Alex rit, demande à son maître de se calmer et promet de tout lui dire. Monseigneur, y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi d'attaquer ce pays ? Demande-t-il, car De Muro regarde. Il observe pensivement le jeune homme qui se tient devant lui. Il ne comprend pas où il veut en venir. Oui, confirme Alex. Comme si sa majesté avait envahi votre territoire ou convoité les richesses du royaume démoniaque, ou tout simplement parce que vous n'étiez pas content. Quelque chose comme ça fonctionne aussi. Donnez-moi une raison. Alex hésite, puis réfléchit. Non, dit-il. Je n'en ai pas vraiment.
Je me suis juste dit que je préférais vivre comme un roi si je devais vivre comme un humain. Alex applauded. Comme c'est approprié pour le roi démon, dit-il ironiquement. Les mains en porte-voix, De Muro s'exclama. Dès ton arrivée sur Terre, tu as conquis le plus grand royaume, tué le roi et même enlevé la princesse. Quelle perversité. Que pouvais-tu faire de plus? C'est digne d'un roi démon. De Muro semblait commencer à comprendre où son interlocuteur voulait en venir. Un être humain normal, ou même un démon de haut rang comme moi, n'oserait jamais imaginer une chose pareille, dit Alex. Alors c'est ça, pensa De Muro, une expression prédatrice apparaissant sur son visage. Car un grand seigneur comme... Tu dis toi-même que tu nous abandonnerais et que tu ne deviendrais pas le roi démon. Alex poursuit, j'emmènerai ton fils au royaume démoniaque et je l'élèverai comme le roi démon. De Muro's regard Alex, abasourdi. Il semble qu'il ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Une lueur apparaît dans les yeux d'Alex, et 20 ans plus tard, il déclare « Ton fils sera démo le 666e et je le ferai descendre dans ce monde. » On voit ce qui se passe ensuite. Feu, destruction, cris d'horreur, un véritable cauchemar. De Muro n'a pas l'air content. Perdu dans ses pensées, Prospect regarde au loin, puis April, qui semble figée dans le temps. La jeune fille paraît transformée en momie, certes très jolie. De Muro la regarde avec surprise, comme si elle l'hypnotisait. Le héros s'éloigne. « J'ai failli me faire avoir », s'exclame-t-il en éclatant de rire. « J'ai failli devenir père à 80 ans. » Alex, sans comprendre ce qui se passe, appelle son maître. Il le regarde. Les yeux d'Alex s'écarquillent de colère et sa bouche s'ouvre d'horreur. « Ferme-la !» rugit De Muro en projetant un puissant jet d'énergie jaune en direction de son interlocuteur. Un rayon puissant jaillit de la tour survivante et explose tout sur son passage. Alex se couvre la tête avec son chapeau et regarde avec effroi ce qui se passe. On aperçoit 2 cratères de feu formés à la surface de la Terre, non loin de la tour. « Alors, vous allez me piéger, bande d'enfoirés !» hurle De Muro, furieux, en serrant les poings. Les poings serrés par la rage qui le submerge, Alex regarde le héros. Il est différent. Il pense que son chant de roi démon n'est même pas encore complet, et pourtant il est si fort. Le 666e est assurément différent de ses prédécesseurs. Peut-être. Peut-être que cette fois, nous pourrions enfin gagner. Alex regarde le héros avec admiration. Nous pourrions enfin y arriver. Il pense avoir raison, dit De Muro. Les rois se font trop remarquer. Partons de ce principe. Alex essaie de comprendre ce que veut dire le héros. Défenseur de la justice, explique le héros, De Muro en levant l'index. Quoi? Quoi? Un héros? Alex ne comprend toujours pas de quoi on parle. Un allié, dit le héros avec une lueur insidieuse dans les yeux. Alex, déjà en sueur, demande des explications. De Muro commence à expliquer, rayonnant d'anticipation et bavant même. Je serai de mèche avec le héros pour être reconnu, mais je resterai en retrait pour ne pas me faire remarquer. La position de Vaga, à laquelle on ne penserait pas, est celle du roi démon, l'allié du héros. Espèce d'idiot de héros devant moi. Je vais me la couler douce derrière lui. Toi, fais le boulot, et moi, je récolte la gloire. De Muro éclatait de rire. Alex, agenouillé devant lui, tente de le raisonner. Sans le roi démon, il n'y a pas de héros. Alors comment diable comptes-tu être son allié? Reprenez vos esprits, Seigneur. Alors, trouvons le héros. Le héros ne lâche rien. Allez, Alex. Essaie-t-il de crier au héros pour lui expliquer quelque chose. On entend les remarques de l'interlocuteur, et le « Princesse, je ne sais pas, occupez-vous d'elle vous-même. N'était-elle pas l'héroïne? C'était un bluffeur, monseigneur. De plus, tout cela semble sorti d'une boule magique dans laquelle un personnage encore inconnu regarde. On dirait que le 666e est défectueux. Non seulement ses origines sont au plus bas, mais son intelligence est trop. Enfin, trop bien pour moi. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont ses poseurs. Bref, on commence à comprendre à qui appartiennent ses pensées. Merci d'être arrivé au bon moment. On voit l'œil prédateur d'un reptile. Désolé, mais je vais emprunter tes pouvoirs un instant. Devant nous, une blonde avec un serpent géant perché à côté d'elle. Je suis sûr qu'il me pardonnera, pense-t-elle. Après tout, tout n'existe que pour ce scénario. On voit des sabots de cheval. Quelqu'un fredonne une chanson. Monsieur le héros. Monsieur le héros. Les jambes du chanteur sont levées sur le tonneau. Notre héros facile. Où es-tu donc? Tu devrais te montrer si tu ne veux pas mourir. Héros idiot. Mets-le devant. Laisse-le faire le gros du travail. Laisse-moi profiter de la gloire. Le héros se prélasse à l'arrière.
Dans la charrette conduite par Alex, coiffé de son chapeau à large bord, c'est lui qui chante cette chanson incroyablement étrange dont nous entendons les paroles. Notre héros naïf, tu devrais combattre le roi démon. Oh oui, il n'y a plus de roi démon, se souvient Demire. Mon Seigneur. Il entend le héros bâiller, la bouche grande ouverte. Il laisse Alex dire ce qu'il voulait. Pourquoi voyager en charrette alors qu'on peut voler où on veut? Demande le serviteur. C'est un peu gênant. Quel idiot! S'exclame Demire en levant les mains derrière sa tête. Tu veux immédiatement montrer à tout le monde que tu es un démon? Alex, triomphant, pointe du doigt le château qui brûle derrière eux. C'est un château en flammes, demande-t-il. Allez, viens, répond le héros d'un ton indifférent. D'accord, dit Alex en se tournant vers le héros. Ce n'est pas la question principale. Vas-tu vraiment devenir le compagnon d'un héros? Demuro sourit et lève l'index. Oui, ils ont dit que c'était possible d'être un compagnon, même si tu n'as pas du sang, dit-il. Je veux juste vivre une vie simple, faire partie des 2% les plus riches, en ayant un remplaçant digne de ce nom au front, à tuer des monstres. Même si tu deviens le compagnon d'un héros, ce sera difficile de faire partie des 2% les plus riches. Alex le prévient, l'ancien roi démon, l'un des 7 plus grands du monde démoniaque, est ici. De quoi s'inquiéter? Le héros pourrait tuer un dragon comme si c'était une poule mouillée si on lui donnait un petit coup de main. Demuro ajoute, je croyais que tu voulais être humain. Tu vas utiliser la magie? Demande Alex. La charrette roule silencieusement le long de Greenfields. Pourquoi je ne l'utilise pas, idiot? S'exclame le héros, irrité. Maintenant je comprends pourquoi tu as perdu 665 fois. Bon, dis-moi, dit-il en se calmant. Y a-t-il un système de classement ici? Alex confirme, oui, il existe. Y a-t-il des grades A, B, etc., quelque chose comme ça, répond Alex en continuant de conduire la charrette. Le premier est le docteur tueur de dragons. Cela signifie celui qui peut tuer des dragons. C'est une sorte de titre donné pour avoir tué un dragon. Le héros, d'un ton nonchalant, précise non. Alex répond en regardant la route devant lui. Actuellement, les dragons sont neutres envers les démons et les humains. Dans les anciennes histoires, les dragons n'attaquent les villages que. Cela signifie simplement qu'ils ont le pouvoir d'en tuer un. Le rang suivant est le tueur de géants de rangée. Alex poursuit son récit, quelqu'un qui peut vaincre le géant. Et ensuite, Demire s'avance avec intérêt, tueur de lézards de rang tel. Pourquoi tant de rangs? Le héros ne comprend pas, Y en a-t-il d'autres? Après ça, ils sont juste classés par ordre alphabétique, répond Alex. Ils l'ont juste nommé comme ils voulaient. Pourquoi les autres sont-ils si simples? Demande Demuro, toujours allongé dans la charrette, les jambes posées sur le tonneau. Je ne sais pas, lui répond le serviteur. Le département de gestion des héros a décidé. Le dernier est de rang FR, rapporte-t-il. On les appelle les produits ratés. Si c'était des fruits, ce seraient les fruits déchus. Puisqu'ils ne se vendent pas, ils sont réduits en poudre et transformés en confiture. Un produit raté, dit Demuro pensivement. Cela dit, vous pouvez obtenir plus de soutien des nobles. Plus votre classement est élevé, ou plus vous obtenez une position dans le pays, poursuit Alex. La carte est illuminée par le soleil éclatant. Non seulement les échecs seraient ignorés, mais ils confèrent un rang indésirable que l'on espère voir disparaître. Le monde des humains est impitoyable. Cependant, il y a quelque chose de plus important que le classement des héros, dit Alex en se retournant vers le héros, le sang. Plus vous êtes proche de la pureté du sang, plus vous êtes fort. Oui, les premiers à avoir sauvé le monde il y a 66 580 ans, les 2 sauveurs, le héros. Et la prêtresse, leurs enfants et les enfants de leurs enfants ainsi, perpétuant la lignée du sang sacré, ils mesurent la quantité de leur sang restant dans les familles. Plus le sang est pur, plus l'aura qu'ils peuvent utiliser est forte. Celui au sang le plus pur est devenu le héros, combattant le général et gagnant 665 fois. Ensuite, en tenant compte du niveau de pureté du sang, celui qui se rapproche le plus de la pureté du sang aura un rang de héros. Il y a des exceptions, mais en général, plus on est de sang pur, plus on est fort, répond Alex. C'est quoi ce délire avec le sang ou le sang pur? Demande Demier. Il n'en a toujours pas marre de se tenir les mains derrière la tête. C'est pas comme s'il y avait une cuillère à sang. J'étais coincé dans un œuf pendant 80 ans à cause de cette guerre. Tout le monde prend ça au sérieux, risquant sa vie et sa fierté, réplique Alex. On dirait que le héros commence à se lasser de cette conversation. Bon, d'accord, dit-il en bâillant, on peut résumer. Il dit qu'on voit bien à quel point il est à l'aise dans la charrette. Le héros et le roi démon vont inévitablement s'affronter, dit-il. Cela dure depuis 60 000 ans et rien n'a changé depuis.
c'était la promesse, rappelle Alex, assis dos au héros. Demuro fredonne pensivement en fermant les yeux. La charrette continue de rouler à travers d'interminables champs verdoyants. Ne pourrait-on pas tous vivre en paix? Demande le héros. Comment cette charrette peut-elle être si lente et si sereine? Il semble remarquer quelque chose. Alex, qu'est-ce que c'est? Demande Demire en pointant du doigt. Quelque part dans le ciel, une chose feuillue vole autour du doigt du héros. Le serviteur regarde autour de lui, c'est un papillon, s'exclame-t-il. L'insecte se pose sur l'index du héros. Des bruissements se font entendre dans l'herbe. Soudain, le papillon s'envole. Le héros tend la main pour l'attraper, mais en vain. Qui est-ce? Demande-t-il avec excitation. Quelque chose a volé près de mon visage et m'a ébouriffé les cheveux. C'est le vent, répond Alex pensivement. Le vent, répète Demuro. Et là-haut? Demande-t-il. Cette chose. Une chose qui plane au-dessus de nos têtes depuis si longtemps. Il lève les yeux, relève la tête et tend la paume pour se protéger des rayons du soleil. Qu'est-ce que cette chose ronde qui m'éblouit? Demande-t-il. C'est le soleil, répond Alex en levant lui aussi la tête. D'où vient ce doux parfum? Demande le héros en le humant. Son cœur s'emballe. C'est le parfum du printemps, dit le serviteur. La charrette continue sa route à travers le champ verdoyant. Le parfum du printemps. Repeat Demuro's. Alex, as-tu vécu longtemps? Demande le héros dont on aperçoit maintenant le dos. Oui, je suis né après la Première Guerre, répond-il pensivement. 7 ducs sont nés dans le monde des démons, donc depuis la Première Guerre, tu es venu ici tous les 100 ans, demande Demire en continuant de contempler le soleil. Quelle chance! C'est un endroit merveilleux. Il pose les mains sur le côté de la charrette et regarde autour de lui avec ravissement. Alex le regarde. Les précédents rois démons n'ont probablement rien ressenti de tel, dit Demire en levant les yeux au ciel, rêveur. Une charrette passe. Si les choses s'étaient déroulées comme d'habitude, je n'aurais pas pu remettre les pieds ici avant 20 ans, et j'aurais été tué par un héros que je n'avais jamais rencontré. Je suis heureux d'avoir échappé à la mort, déclare le héros en souriant. Il rit gaiement, la tête entre les mains. Être le roi démon, c'est un boulot qui devrait disparaître, non? Demande-t-il à son serviteur. Celui-ci jette un coup d'œil au héros, mais ne dit rien. Demuro lève les jambes de joie. Bon, je vais dormir un peu. Réveille-moi quand on sera arrivé, dit-il en bâillant doucement. Au cas où, je précise que si vous m'emmenez au royaume des démons, nous mourrons tous les deux, dit-il. Alex jette un nouveau coup d'œil au héros. D'accord, monseigneur, répond-il. La charrette qu'il conduit se dirige vers les hautes montagnes visibles à l'horizon. La roue s'arrête, produisant un bruit caractéristique. Nous y sommes, monseigneur, informe Alex au héros. Quoi déjà? S'exclame-t-il, très surpris. Vous décrivez justement un tel endroit, dit le serviteur, un coin reculé où il n'y a pas de guerre, la définition même d'un endroit ordinaire. Un village de campagne nommé Zorx. Zorx? Demande à nouveau en bâillant. L'hésitation est de mise. Pas mal. Le chariot se remet en marche. Et les héros? Demande le héros. Il n'y a que 2 familles, lui répond Alex, une famille de rangés et une famille déchue. On dirait qu'il n'y a pas de famille de randés, dit l'hésitation. L'hésitation est de mise. S'il y avait un randé dans chaque château, notre armée de démons n'oserait même pas poser le pied à la surface, remarque Alex avec raison. Le héros regarde une haute tour d'où s'étendent des cordes ornées de drapeaux multicolores. Ces guerriers sont si puissants, demande le héros. Alex répond par l'affirmative. Il continue de conduire le chariot à travers les rues de la ville. Le héros commence à entendre des bribes de conversation entre les villageois. Avez-vous entendu dire que le château de Trior a été attaqué par un dragon? Les villageois sont visiblement effrayés et se regardent avec anxiété. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Dit-il. On dit qu'ils n'ont pas encore attrapé le dragon, alors n'essayez même pas d'approcher du château de Trior. J'en ai entendu parler aussi. Eh bien, on dit que la moitié du château a brûlé. Les dragons n'ont-ils pas disparu il y a longtemps? Est-ce l'ère du retour des dragons? Si oui, ce sera infernal, d'après les vieilles légendes. Je croyais que les dragons étaient neutres, dit Demuro avec anxiété en pointant du doigt les habitants de la ville. Moi aussi, lui répond Alex. La dernière fois que je suis venu à la surface, c'était il y a 80 ans, et depuis, quelque chose a probablement changé. Nous devrions nous dépêcher d'avertir le Sanctus Maximus Populi et leur demander d'envoyer un héros de haut rang, un habitant de la ville, déclare à haute voix que la charrette s'arrête devant un bel immeuble décoré de fleurs et de drapeaux bleus. C'est le meilleur hôtel du village, Seigneur, rapporte Alex. Je vous suggère d'y séjourner.
C'est un hôtel, demande Alex. Hesitant, répond Alex. Eh bien, on n'a pas vraiment le choix. De plus, à partir de maintenant, arrêtez de m'appeler votre seigneur, appelez-moi maître. Alex répète, incompréhensible, et appelle de nouveau le héros maître. Ce dernier fait une remarque à ce sujet et envoie un serviteur louer une chambre. Un vieil homme corpulent aux cheveux gris est assis à la table. « Bienvenue dans notre pavillon doré », s'exclame-t-il joyeusement. « Donnez-nous un pantouse. »« Mon maître est très difficile », demande Alex en souriant. Il tient poliment son chapeau devant lui. Le vieil homme remarque les vêtements étranges des clients potentiels. « De quel village viennent-ils » se demande-t-il. Cependant, il répond très poliment que ces jeunes gens doivent venir de loin et ignore sans doute le prix exorbitant du pantouse. Un coffre s'ouvre devant lui, révélant des trésors pillés au château d'Aroma. L'administrateur de l'hôtel est couvert de grosses gouttes de pluie. De sueur, sacrée, hurle-t-il comme un fou. Pourquoi n'accompagnez-vous pas le client ? Crie-t-il à quelqu'un. C'est sacré, espèce de châtaignier, s'écrie un jeune homme déguisé en réceptionniste en entrant dans la pièce. Au passage, il bouscule son collègue et le fait tomber. Tais-toi et conduis vite nos distingués invités à leur chambre, s'écrie le vieil homme. Démon. Le jeune homme s'incline profondément et, saluant des clients inhabituels, se redresse. Je m'appelle Zek Peanoli, appelez-moi Zek. Je prends les bagages, veuillez monter. Le trio monte. C'est un peu agité en ce moment à cause des nouvelles concernant le château de Trior, explique le réceptionniste. On dirait qu'un dragon des légendes est apparu. Mais ne vous inquiétez pas, ajoute-t-il. L'homme monte péniblement un grand coffre à l'étage, mais continue de sourire. Il y a une famille de renom, une famille de haut rang, qui est presque devenue une famille importante dans notre village. C'est rassurant, dit-il d'un ton hésitant et ironique. Le réceptionniste ouvre la porte de la chambre louée par les clients avec un large sourire. Il montre ce qu'il y a à l'intérieur. Bienvenue, dit-il joyeusement. Voici le clou de notre pavillon doré, le pantouse. Pour être honnête, c'est la première fois que je m'occupe de quelqu'un d'aussi noble, dit Zek. Ils apportent le coffre dans la pièce. Je ne suis pas sûr que cela vous convienne, mais je ferai de mon mieux pour répondre à vos besoins. N'hésitez pas à faire appel à moi à tout moment. Et, Demuro l'interpelle. Oui, répond l'homme en souriant, attendant la suite. Tu as bien le sang, demande le héros. Alex regarde autour de lui, surpris. Zek, qui ne s'attendait pas à une telle question, dit tout de même que le héros. Absolument exact. Pas étonnant que tu te sentes différent, dit Demuro avec un sourire. En tant que membre de la famille, ton physique est mauvais, et puisque tu es ici à faire des tâches subalternes, tu dois appartenir à la famille déchue des deux familles de héros présentes à Zorx. Le héros argumente calmement, les mains dans les poches. L'homme, surpris par une telle perspicacité, s'exclame « Votre famille n'a dû avoir que des descendants de faible pureté depuis des générations. » Demuro continue de démontrer ses capacités de déduction. « Allez, qu'est-ce que, ton niveau de pureté sanguine ?» demande-t-il à l'homme qui, pour une raison inconnue, n'a toujours pas rangé le lourd coffre à bijoux. Zek bafouille et répond qu'il n'a malheureusement qu'un rang F, un produit raté. Il sourit, mais en une seconde, tout se met à brûler au-dessus de sa tête. Zek tente d'esquiver les flammes et laisse tomber le coffre. Dami Samba. Alex et la réceptionniste lèvent les yeux avec stupéfaction vers le ciel où le feu fait rage. Il est craché par un immense dragon aux dents acérées. Le monstre consume tout sur son passage.